Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Tout est clair est dans le starting block pour cette nouvelle livraison. Une nouvelle livraison de Tout au clair qui porte essentiellement sur des propos du sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Celui-ci se nomme Tibor Peter Nagy. Il est en séjour au Cameroun, au pays de nos ancêtres, le berceau de notre pays. D'ailleurs, il a été reçu ici dans la capitale économique du Cameroun, Douala, avant de rallier la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, où il a rencontré respectivement le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, et il a été reçu en audience par le président de la République, Paul Biya. Seulement, Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain, avant de fouler le sol camerounais, avait déjà soulevé un tollé général à travers des propos en rapport avec l'incarcération du professeur Maurice Kamto, président national du MRC et de plusieurs autres militants, mais aussi en rapport avec la crise dite anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Peter Tibor Nagy avait d'ailleurs demandé au gouvernement de la République du Cameroun de libérer de manière immédiate l'opposant camerounais, mais aussi avait sommé le gouvernement de la République à tout mettre en œuvre pour une solution immédiate et définitive pour ce qui est de la crise anglophone, des propos qui avaient soulevé un tollé général tant dans la classe politique que dans la société civile, même si certains avaient pris corps, fait et cause pour ces propos du sous-secrétaire américain en charge des affaires africaines. Il reste que celui-ci a tout de même été reçu en audience par le premier Camerounais, une façon de reconforter les relations bilatérales qui existent entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique du président Donald Trump. Comment comprendre les propos de ce sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines à la veille de sa rencontre avec les autorités camerounaises? Pourquoi de tels propos? D'ailleurs, je le rappelle, ces propos avaient également mis à sac la représentation nationale, notamment les députés, lors de la session d'ouverture. On aura certainement à réécouter les réactions de ces députés de la nation camerounaise. Mesdames, Messieurs, voilà le sujet qui va constituer le menu de cette autre livraison de Tout au clair de ce soir. Peter Tibor Nagy, manipulation ou alors exagération dans ce qui peut être considéré comme étant des propos attacatoires vis-à-vis du Cameroun, mais avec nos experts, nous essayerons de faire le tour pour comprendre les tenants et les aboutissants de ces propos de ce sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines. Mesdames, Messieurs, Tout au clair est votre talk show de tous les lundis, mardis et mercredis sur la télévision du Monde. Tout au clair se consacre aussi à être une plateforme où vous, à la maison, vous pouvez participer à travers notre code d'accès, le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26. Vous nous envoyez tout simplement votre SMS ou une question ou une contribution. Si vous êtes hors du Cameroun, vous ajoutez l'indicatif 00237 et vous faites partie de ces nombreux téléspectateurs qui, tous les lundis, mardis, mercredis, 21h, 22h30 apportent leur contribution à ce grand débat posé sur la table grâce à Tout au clair. Tout au clair, c'est également des experts dans quelques instants. Bonsoir, bienvenue. Une fois encore, madame, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Tout au clair sur la télévision du Monde. Tout au clair, je vous le rappelle, c'est un talk show, un débat interactif, un débat également qui se veut être construit sur ce plateau, mais avec la contribution de nos nombreux téléspectateurs à la maison. Nous faisons le débat. Et ce soir, ils sont 4 et qui sont confortablement installés sur ce plateau dans le cadre de Tout au clair de ce soir. Et parmi eux, des acteurs de la société civile, mais également des acteurs politiques. Avec eux, nous ne manquerons pas de revenir sur ces propos de Peter Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines. Et parmi ces débatteurs, un jeune qui nous vient de la société civile, notamment de l'ONG Un Monde à venir, David Moukoudi, qui est avec nous ce soir. Monsieur Moukoudi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Frédéric Moutomé. C'est avec grand plaisir que j'ai pu répondre présent
encore à cette sollicitation. La société civile est ouverte à toute sollicitation qui lui est adressée. Et je salue aussi des millions de téléspectateurs qui nous suivent le Parlement d'Ati ce soir. Merci à vous, Monsieur Moukoudi. Juste à côté de vous, un homme qu'on ne présente plus sur le plateau de Tout au clair. Il était parmi les tout premiers invités lorsque nous lancions ce programme. Il nous revient chaque fois qu'il est sollicité. Il est avocat au barreau du Cameroun, par ailleurs conseiller municipal à la commune de Ndom, que j'aime bien. Joseph Claude Biliga, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous de commencer à nous donner beaucoup d'allant dans ce plateau que nous voulons assez convivial et suffisamment instructif pour nos nombreux téléspectateurs à la maison. En face de monsieur également, et parmi eux, un autre avocat au barreau du Cameroun, maître Simon Kaka, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Il nous vient de la Guinée équatoriale, mais bonsoir. Oui, bonsoir Frédéric Moutomé, bonsoir à tous les copanélistes. Ça me fait beaucoup de plaisir que je retrouve ce plateau. Comme vous l'avez si bien relevé, j'ai passé beaucoup de jours, j'allais dire beaucoup de semaines, de l'autre côté, c'est-à-dire en Guinée équatoriale. Je pense que je reviens là un peu plus requinqué pour contribuer j'allais dire, à l'édification de ce que beaucoup de Camerounais considèrent aujourd'hui comme un sujet d'actualité. Parce qu'en fait, il faut que je le dise, Frédéric, c'est avec beaucoup de plaisir que j'avais eu à suivre cette émission de Radio France Internationale, au cours de laquelle Peter Thibault Narbi a fait des déclarations. Et effectivement, je m'attendais à ce que, au sortir de son audience d'hier, qu'il continue sur la même lancée, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. On va y revenir tout à l'heure, maître Simon Kaka, à côté de vous, un acteur politique, conseiller municipal à la commune d'arrondissement de Douala 3e, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, Julien Sepo. Bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous les panélistes et à tous les téléspectateurs de la télévision du monde. C'est toujours un plaisir de vous savoir sur le rendez-vous de Tout au clair. Absolument, c'est un plaisir pour moi de vous accompagner à chaque fois qu'on a besoin de nous. Alors, nous avions également sollicité notre consultant permanent, Michel Michaud-Moussala, qui a 7 ans, nous a rassuré qu'il nous retrouverait. On espère pouvoir l'avoir dans les minutes qui suivent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais demander à M. Sepo, vous avez également suivi ces propos de Peter Thibault Narbi sur les antennes de Radio France Internationale. Comment vous avez apprécié la sortie de ce sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines? Je t'ai déjà dit que, vous savez, dans les pays dits, qu'on va dire comme ça, entre guillemets, petits, on a tendance à penser que le meilleur va venir de l'extérieur. Et du coup, les propos comme celui de M. Thibault Narbi, de pas sur les ondes de Radio Internationale, a stimulé un certain nombre de Camerounais qui pensaient que, comme ça, par un coup de baguette magique, le simple fait qu'il ait tenu ses propos, ça devait décanter un certain nombre de situations au Cameroun. Mais je tiens à rappeler que dans le cadre des rapports internationaux, des relations internationales, il ne suffit pas, n'est-ce pas, d'avoir parfois des prétentions. Vous savez, il suffit, dans ce genre de situation, d'être parfois dans le bon axe. Et lorsque vous êtes soutenu par ceux qui donnent l'impression, on vous donne l'impression sous les ondes que non, vraiment, ce monsieur-là, pour nous, ce n'est pas, on ne veut pas de lui et tout. Mais tout le monde sait que, d'abord, il n'a pas été invité au Cameroun par un parti d'opposition. Il a été invité par ce gouvernement qui dit ne pas vouloir en même temps de l'ingérence. Donc vous comprenez que entre les jérémiades du gouvernement, du régime qui dit nous ne voulons pas d'ingérence dans nos affaires, et le même gouvernement qui interpelle la communauté internationale à travers le perchoir par le doyen d'âge, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale, qu'il faut que la communauté internationale se penche sur les affaires du Cameroun, ça doit justement donner la possibilité à ces acteurs de la communauté internationale de dire ce qu'ils pensent sur le sujet du Cameroun. Sur le sujet. Et je pense que M. Narbi a un nombre de choses que d'autres également ont dit, que ce soit l'Union européenne, que ce soit, mais ce sont des opinions jusqu'à présent et les actes ne suivent pas. Alors, M. Moukoudi, vous êtes acteur de la société civile, forcément, des propos tels que ceux énoncés par le sous-secrétaire d'État américain réjouissent les acteurs de la société civile, vous qui êtes le défenseur des droits humains pour la plupart des cas. Disons que d'une part oui, parce que cela vient de la volonté justement des acteurs de la société civile qui
ont longuement interpellé la communauté internationale sur ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. Parce que la situation est tellement criante que nous ne pouvons plus arriver à ce que on pense que les amis du Cameroun, si on peut les appeler comme ça, devraient se taire. Comme on a l'habitude de nous dire au Cameroun, le Cameroun n'a pas de leçons à recevoir de qui que ce soit, mais je ne pense pas qu'il est question de recevoir des leçons de qui que ce soit ici. Le sous-secrétaire d'État des États-Unis, justement, il est dans ce rôle, étant un ami du Cameroun. Les États-Unis sont un ami allié du Cameroun. C'est tout à fait normal qu'ils réagissent vis-à-vis de ce que nous vivons au quotidien comme violation des droits qui sont perpétrés aujourd'hui chez nous au Cameroun. C'est tout à fait... Nous, à notre niveau, la société civile, nous voyons cela d'un bon œil et nous pensons qu'il serait temps que, pour une fois... les pouvoirs publics se penchent véritablement sur la question. Tout à fait. Maître Simon Kaka, vous avez suivi cette interview, une interview jugée au Cameroun comme étant une interview incendiaire par la plupart de la classe politique. Non, en fait, ce que je peux dire de manière péremptoire par rapport à cette situation, c'est que les États-Unis ne sont pas indifférents à la crise sociopolitique qui victimise le Cameroun depuis près de 2 ans. Ça, c'est la première chose qu'il faut relever ici. Et lorsque ces propos viennent de M. Peter Thibon-Nagui, il faut d'abord se poser la question de savoir qui est ce monsieur. Vous savez, ce monsieur, c'est un diplomate chevronné qui a 32 ans de diplomatie. 32 ans. Il a travaillé pendant 20 ans en Afrique. Ça veut dire que quand il parle du Cameroun, il sait de quoi il parle. Soit dit en passant, Thibon-Nagui a travaillé par le passé au Cameroun, notamment dans les années 90. Il a fort de tout à fait. C'est-à-dire, le moment où le Cameroun retourne à la démocratie, M. Thibon-Nagui est en poste au Cameroun. Par la suite, il a été ambassadeur en Guinée-Conakry, de 1996 à 1999. Il a été par la suite ambassadeur en Éthiopie, de 1999 à 2002. Mais bien avant ça, il a été chef de mission adjoint au Nigeria. Il a été chef de mission adjoint au Togo. Il a été chef de mission adjoint en Zambie. Et il a travaillé aux Seychelles. Il a travaillé dans tous les cas. C'est un parfait connaisseur de l'Afrique. Et soit dit en passant, ça, je tiens à le préciser. La seule partie de l'Afrique dans laquelle ce monsieur n'a pas travaillé, c'est l'Afrique blanche, ça veut dire l'Afrique maghrébine, c'est-à-dire le Maghreb. Il a travaillé en Afrique australe, il a travaillé en Afrique de l'Est, il a travaillé en Afrique de l'Ouest, il a travaillé en Afrique centrale. Donc quand ce monsieur parle du Cameroun, il sait de quoi il parle. Maintenant, lorsque j'ai dit cela, il faut maintenant intégrer un second paramètre. Vous savez, les États-Unis ont une ambition aujourd'hui. Depuis que le président Trump est là, les États-Unis se sont assignés une autre ambition. Celle de supplanter la Chine en Afrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand M. Donald Trump nomme M. Nagui au poste de sous-secrétaire d'État en charge des affaires africaines, il lui confie une mission. Celle de l'aider à faire rayonner les États-Unis en Afrique. Maintenant, tout le monde le sait. Aux États-Unis, il y a quelque chose qui est sacré. C'est les droits de l'homme. Lorsqu'un pays viole les droits de l'homme, ce pays ne peut pas être, j'allais dire, dans l'estime des États-Unis. Donc, M. Peter Nagui, effectivement, lorsqu'il a pris position dans certains médias internationaux, il était en train de cristalliser la position des États-Unis. Maintenant, quand il a été reçu par le président Biya, il n'a pas. Je voulais juste préciser. Oui, on va revenir à sa réception avec le président Biya tout à l'heure. Je voudrais d'abord qu'on plante le décor avec les propos qui ont été faits, les propos qui... Avant la rencontre avec le chef d'État camerounais, même avec l'ensemble des autorités camerounaises, il faut le rappeler, Thibon-Nagui a été reçu d'abord à Douala et ensuite à Yaoundé. Maître Joseph Claude Biliga, vous êtes également, d'une façon ou d'une autre, un acteur de la société civile, même si vous êtes militant d'un parti politique, notamment le RDPC. Ces propos semblent avoir davantage choqué les militants et les députés de l'Assemblée nationale, pour la plupart membres militants du RDPC. Pourquoi? Oui, non, vous savez, même chez vous, lorsqu'une personne vient donner des leçons, ça pose problème. Vous pouvez poser des actes qui ne sont peut-être pas des actes conformes. Vous savez que si quelqu'un vient chez vous en vous disant, peut-être d'une manière posée, vous appelle ou bien vient calmement vous dire je ne peux pas apprécier, sans moins de faits négatifs que lorsque cette personne vient se poser en donneur de leçons. Donc je crois que c'est ce comportement de donneur de leçons qui a dû choquer plus d'un
Parce qu'en réalité, en matière de diplomatie, il y a des créneaux qu'on utilise pour pouvoir transmettre le message, pour pouvoir obtenir certaines choses. Et lorsqu'on vient dans l'impression de pouvoir imposer son point de vue à une autorité ou dans un pays souverain, le risque c'est que ce pays se braque. C'est-à-dire l'objectif qu'on voulait atteindre, malheureusement, très souvent n'est pas atteint parce qu'on a donné l'impression qu'on a imposé quelque chose à ce pays. On a imposé, je crois que c'est pour cette raison que les députés autres qui sont l'émanation de la population, puisqu'ils sont élus par la population, se sentent un peu blessés dans leur mot propre en se disant de quoi s'en mêle. Pas parce qu'il n'a pas le droit de s'en mêler, parce qu'en réalité, le monde aujourd'hui est unipolaire. Le monde est un grand village. Ce qui se passe aux États-Unis se passe ici, on le voit. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en France avec les gilets jaunes. Nous tous, nous sommes en train de voir comment le désordre est en train de créer, est en train de causer des dégâts importants au niveau de la France. Mais imaginez-vous qu'un ministre camerounais commence à intervenir en disant à la France, vous traitez mal les marcheurs chez vous, il y aura un tollé général. Imaginez un ministre, même un peu ministre camerounais, en train de parler des États-Unis où il y a des gens qui sont condamnés à mort pendant des dizaines d'années, qui restent dans le couloir de la mort, et après on se rend compte 30 ans après qu'ils n'ont posé aucun acte répréhensible et qu'ils doivent être libérés. C'est quand même les droits de l'homme. Parce que lorsqu'on parle de la France, de l'État-Unis, on parle des droits de l'homme, on oublie que c'est l'un des pays où les droits de l'homme, je ne vais pas dire, sont les plus violés. Par exemple, lorsque une personne pose un acte répréhensible, il y a une sorte de cumul de peine. C'est-à-dire qu'en réalité, on vous condamne parfois 100 ans de prison. Et sans possibilité de remise de peine. De remise de peine de libération. Il n'y a qu'un autre pays au monde, ou peut-être il y en a, mais très peu de pays au monde qui ont une telle législation. Or, on vous dit bien que les États-Unis, c'est un pays où il y a la liberté. Donc, je vais dire, pour me résumer, je dis, c'est pas tant l'intervention des États-Unis qui ont intérêt, naturellement, à intervenir dans les pays, parce que, non seulement pour des raisons économiques évoquées, ou d'influence évoquées par mon confrère Kakak, mais également parce qu'en réalité, les États-Unis, le contribuable américain, participe, par exemple, à la sécurité du Cameroun. On a vu des hélicoptères qui sont... Il y a 300 militaires américains qui sont là pour former nos militaires, pour les aider dans la guerre contre Boko Haram. Donc c'est le contribuable américain qui intervient. On ne peut pas lui dire qu'il n'a pas le droit de... Mais c'est la méthode, c'est le moyen de pouvoir le dire. C'est ma manière qui dérange un tout petit peu. Alors, avant de continuer, messieurs, ici sur le plateau, et également nos chers téléspectateurs à la maison, je voudrais que vous puissiez suivre les réactions de ces députés à l'ouverture de la session parlementaire le 12 mars dernier. Certains ont été outragés de ces propos, certains ont été particulièrement dérangés. On prend cette réaction et on se retrouve juste après pour la suite du débat. Le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines a eu à faire des déclarations relatives à un certain nombre d'événements relatifs à un certain nombre d'événements qui intéressent notre pays. Et je constate malheureusement qu'il s'est immiscé dans les affaires internes du Cameroun, notamment en ce qui concerne l'arrestation d'un leader d'opposition qui a cru devoir s'agiter parce qu'il a perdu les élections. Alors en s'immisçant dans les affaires internes du Cameroun, je crois que ce secrétaire d'État a outrepassé les limites de ses prérogatives, de ses pouvoirs. Notamment, si c'est au Cameroun qu'on commençait à s'intéresser dans les affaires internes des États-Unis, je crois qu'il aurait eu les mêmes tollés. Les propos d'une extraordinaire irresponsabilité tenus par ce diplomate sont condamnables. Vous savez très très bien que dans le processus électoral au Cameroun, les États-Unis ont appelé au respect de la légalité et à la retenue de toutes les parties. À l'issue de ces élections, un candidat s'est autoproclamé. Le moins que nous attendions de ce pays frère et ami, tout au moins de son administration, de sa diplomatie, c'est de dénoncer cette autoproclamation. Or, nous n'avons reçu qu'un silence assourdissant.
Et puis, en parlant de la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il a estimé que le Cameroun n'était pas sérieux. Parce qu'il ne s'agit pas que du gouvernement. Parce que tous les Camerounais sont impliqués dans cette crise. La société civile, le clergé, des hommes politiques, le gouvernement. Estimer que le Cameroun n'est pas sérieux dans cette crise est à la fois injurieux et absolument inacceptable. Mais cela ne surprend que ceux qui n'ont pas, qui ont la mémoire courte. Ce diplomate a servi au Cameroun dans les années 90. C'était le principal collaborateur de Madame l'ambassadeur Française Cook. C'était une équipe à l'ambassade qui était totalement hostile au régime du Cameroun. Aujourd'hui, le même diplomate nous revient 20 ans après, mais avec cerise sur le gâteau, avec plus de condescendance, plus d'extravagance, plus d'arrogance et à la limite du mépris pour le peuple camerounais. Nous sommes un pays souverain. Nous avons eu la souveraineté depuis 1960. Aujourd'hui, je crois que un État, qu'il soit une très grande puissance, devrait savoir que pour s'immiscer dans les affaires d'un autre pays, il y a une technique pour ça. La diplomatie est là pour ça. Donc nous n'avons pas tellement apprécié les déclarations du sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Donc nous souhaitons que cela se passe dans un cadre purement diplomatique. Et non que ce soit des déclarations à emporter-pièce. Donc nous souhaitons vraiment que cela épouse les canaux véritables de la diplomatie. C'était quelques membres de la représentation nationale du Cameroun, députés à l'Assemblée nationale, à l'ouverture de la session du mois de mars 2019. Ces députés, comme la plupart d'entre eux, ont voulu exprimer leur désarroi, leur désaccord, leur désapprobation face à ces propos de Pete Tibor Nagy, le sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines. Y a-t-il ingérence à écouter ou alors avec les propos de ce sous-secrétaire d'État américain? Non, mais ça ne va pas vous surprendre de la part du régime. Parce que vous savez, dans ce pays, tout ce qui est, si on fait un rapport qui met légèrement, n'est-ce pas, le régime qui interroge, on va vous parler, vous dire qu'il y a un complot. À chaque fois qu'il y a un rapport sur le Cameroun, où on ressort le manquement aux droits de l'homme, sous le contrôle des avocats, on a le manquement, on s'est assis là, on dit telle charte n'a pas été respectée, on vous dit il y a complot contre le Cameroun. Mais s'il y a un petit rapport, vous suivez, s'il y a un petit rapport qui est favorable au régime, vous allez voir ça à la une de Cameroun Tribune, dans tous les journaux, parler de la CATV. Je vais vous prendre un simple petit exemple. En 1998, lorsque Transparency International fait son classement des pays les plus corrompus du monde, le Cameroun est premier. Mais on a vu tout ce qui a été dit. Dans tous les journaux, tout le monde est sorti complot contre le Cameroun. Vous savez, on sortait d'une élection présidentielle où M. Biya avait gagné à 92%. On a dit que pour un président on ne peut pas salir tant le Cameroun, c'est le déstabilisateur et tout. Mais en 99, c'est-à-dire que l'année qui suivait, le Cameroun a réussi l'exploit de ne plus être premier, mais plutôt deuxième. Pas parce qu'il avait fait quelque chose, mais tout simplement parce que la note était plus catastrophique, mais en même temps, le Nigeria avait réussi aussi l'exploit d'avoir une plus mauvaise note que le Cameroun, et le Cameroun a été classé deuxième. Ce sont ces mêmes ministres du gouvernement qui ont dit que vous voyez, nous avons fait des efforts. Aujourd'hui, nous sommes plus derniers. Donc, ce qui veut dire que il suffit donc que ce soit lorsque c'est un peu favorable pour eux, du coup, on va traiter M. Nagy de tout, parce qu'il a demandé que les droits de l'homme soient respectés au Cameroun. Je ne vois pas en quoi M. Nagy a fait de l'ingérence. Parce que lorsque nous parlons de communauté internationale, il faut savoir, la bien-pensante communauté internationale, comme j'ai l'habitude de le dire, elle n'est qu'en autour des années, je crois, 2010, c'est à partir de la guerre en Côte d'Ivoire, par exemple, qu'on a beaucoup entendu parler de cette communauté internationale. Pourquoi la communauté internationale? Mais je tiens à dire qu'à cette époque, j'avais fait un article où je rappelais que la communauté internationale n'intervient dans les pays qu'en fonction de leurs intérêts et de ceux qui gouvernent à ce moment-là. Parce que, je vous le rappelle, M. Barbeau, par exemple, avait été interdit de combattre la rébellion dans son pays, où
à tel point que l'armée avait détruit tout son arme pour qu'il ne puisse pas combattre la rébellion dans son propre pays. Pendant ce temps, on permettait au Rwandais Kagame d'aller à plus de 100 km en RDC pour pourchasser ces rebelles. Donc, vous voyez que cette communauté internationale, lorsqu'elle veut se pencher sur un sujet, elle tient compte d'un certain nombre de paramètres, soit ceux qui gouvernent à ce moment-là sont dans de bonnes grâces avec eux, soit c'est le contraire. Alors à ce moment-là, on peut tout dire. Mais je ne pense pas qu'il y a parce que je le dis, le doyen d'âge l'a dit au perchoir de l'Assemblée nationale qu'il faut que la communauté internationale intervienne pour le Cameroun. Et pour chuter, Maître Bligala, vous ne pouvez pas être dans une situation où vous êtes des commandeurs pour acheter un vélo pour l'armée. Vous pas demander de l'aide pour acheter un ceci. Et lorsque ceux-là veulent avoir un droit de regard sur ce qui, vous dites qu'ils n'ont pas le droit. Mais attendez, vous ne pouvez pas être et garder tout votre orgueil. Ce n'est pas possible. D'accord. On ne peut pas avoir besoin et garder tout son orgueil, mais toujours est-il que le Cameroun est un pays souverain, un pays indépendant. Vous permettez que j'aille au bout de cette réflexion. Le Cameroun est un pays indépendant, un pays qui jouit d'un arsenal juridique. Et d'ailleurs, il y a des observateurs de la scène nationale, notamment la société civile, une société civile qui n'est pas toujours allée de main morte vis-à-vis des actions posées par les pouvoirs publics. Oui, mais en réalité, parce que lorsque vous avez un système de gouvernance qui n'est pas favorable déjà au développement des activités de la société civile, comment voulez-vous que cette société civile soit de connivence avec ce gouvernement ou avec ce système? C'est compliqué. Lorsque vous êtes dans un pays où vous avez l'impression que les droits et les libertés ne sont pas respectés, comment voulez-vous que la société civile, qui est censée jouer le rôle de l'arbitre, soit à chaque fois du côté du gouvernement, alors que les populations sont en train de trémer, les populations sont en train de mourir? C'est compliqué. Pour nous, il n'est pas question d'ingérence ici, parce que c'est tout à fait clair. Et je crois que mon confrère là, il a commencé par le dire. Vous ne pouvez pas être que lorsque vous avez faim, vous tendez la main à votre voisin. Lorsque vos enfants ne parviennent pas à aller à l'école, vous demandez aux voisins de l'aide. Et le jour où vous mettez à tabasser sur votre femme, vous dites à votre voisin que n'intervient pas. Quand je l'épousais, tu n'étais pas là. Mais c'est une affaire de couple aussi. C'est une affaire de couple, c'est certes, mais il faudra aussi que le voisin te rappelle hier que quand tu faisais tes enfants, ben, je n'étais pas avec toi. Eh ben, il cherche les moyens pour les nourrir. Alors, c'est pour dire que si nous pouvons demander de l'aide humanitaire, de l'aide militaire, sanitaire aux États-Unis ou aux Nations Unies ou à la France ou à n'importe quel autre pays, il faudrait qu'on accepte qu'à un moment donné, lorsque nous n'allons plus servir la population, parce que c'est pour cette population que nous allons vers ses amis pour demander de l'aide. Et lorsqu'on ne peut plus les servir, il est tout à fait normal qu'à un moment donné, parce que il faut comprendre aussi en politique, on ne donne pas pour rien. Forcément, il y a les intérêts à préserver. Et les États-Unis sont dans leur rôle de préserver les intérêts qu'ils ont au Cameroun, qui découlent des contrats, des accords qu'ils ont signés avec l'État du Cameroun, mais tout pas encore des dirigeants. Parce que si vous avez des dirigeants qui se soucient du bien-être des populations, si vous avez des élus qui pensent à servir la population au lieu de se servir, alors vous n'allez pas arriver au niveau de trouver qu'un député dise qu'il y a ingérence des États-Unis au Cameroun. Qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Ils viennent de nous livrer un cinéma là. Ils ont mis, entre guillemets, nous, les jeunes, on préfère le dire comme ça, un papa, notre arrière-grand-père au Sénat, il a été réélu. Vous croyez qu'au niveau de la population, ça réjouit forcément? Pas toujours. Donc, c'est des actes comme ça qui, pour nous pensons qu'on est dans notre rôle d'interpeller à chaque fois la communauté internationale. Lorsque on a interpellé premièrement notre gouvernement, il n'a rien fait. Et il est temps que les amis du Cameroun qui nous aident lorsqu'on est dans certaines difficultés, nous viennent aussi en aide quand on ne peut pas résoudre un certain nombre de nos problèmes. Maître Simon Kalkak, est-ce qu'à raison des relations bilatérales entre le Cameroun et les États-Unis, ce pays ami, ce pays de soutien, ce pays d'accompagnement a l'obligation ou alors le devoir d'avoir un droit de regard de ce qui se passe dans le pays, quitte à donner l'impression d'exiger des résultats vis-à-vis du gouvernement en place? Frédéric, avant de répondre à votre question de manière précise, permettez-moi, j'allais dire, d'élucider un peu la posture des États-Unis par rapport au Cameroun aujourd'hui. Parce qu'en fait, cette question que vous posez rejoint celle que vous avez précédemment posée aux copanélistes. Parce qu'en réalité, on ne peut pas parler d'ingérence ici. Parce que effectivement,
lorsque les députés donc prennent la parole pour dire qu'il y a ingérence, qu'il y a atteinte à la souveraineté du Cameroun, je dis que c'est eux qui ne sont pas sérieux. Parce qu'en fait, Ce sont les représentants du peuple. Souveraineté ne veut pas dire autarcie. Il faut que les gens le sachent, première chose. Et la notion de souveraineté, qui a pour corollaire la notion de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, ces deux notions ont été battues en brèche par une autre notion qu'on appelle le droit d'ingérence humanitaire, qui a deux motivations. Lorsque dans un pays, on constate des violations massives des droits de l'homme, lorsque dans un pays, on constate qu'il y a ce qu'on appelle crise humanitaire, comme celle que nous vivons aujourd'hui dans les régions anglophones, la communauté internationale a le droit d'intervenir. On ne peut plus... On appelle... C'est même un droit d'ingérence humanitaire. Ce n'est même plus un devoir. Parce que c'est un droit pour la communauté internationale d'intervenir. Je pense que c'est ce qui explique la posture des États-Unis aujourd'hui qui tiennent à intervenir. Maintenant, ce que je tiens à faire observer ici, c'est que comment la communauté internationale peut intervenir? La communauté internationale peut intervenir dans le cadre des relations bilatérales entre États. Comme cette communauté internationale peut intervenir dans le cadre des relations bilatérales et multilatérales. Lorsque les États-Unis essaient d'adopter cette démarche, parce que depuis très longtemps, les États-Unis attirent l'attention du Cameroun pour dire que ce qui se passe chez vous n'est pas sérieux. On viole les droits de l'homme. Je ne suis pas là pour accuser le gouvernement. Mais lorsque nous observons ce qui se passe, par exemple, dans les deux régions sinistrées, vous allez vous rendre compte qu'il y a violation massive des droits de l'homme dans les deux sens. Dans les deux sens. Et les États-Unis, depuis très longtemps, ont toujours attiré l'attention du gouvernement sur ces violations. Le gouvernement est resté de marbre. Les États-Unis ont proposé un dialogue franc et inclusif entre les Camerounais pour que nous sortions de l'auberge. C'est qui avait déjà proposé en interne par les acteurs. Les acteurs de la société civile. Et sur ce point, je rejoins le copanéliste qui disait que lorsque nous posons les doléances, lorsque nous soumettons les doléances au gouvernement et qu'il n'y a pas de réaction positive, la société civile est obligée de s'en remettre à la communauté internationale qui commence donc à relayer les mêmes doléances qui ont été posées en interne. Je pense que c'est de ça qu'il est question. Mais aujourd'hui, on se rend donc compte que les États-Unis ayant constaté que le gouvernement reste un peu indifférent à la situation grave qui prévaut au pays sur le plan sociopolitique, ils ont pris les devants pour, comment dirais-je, maintenant commencer à intimer des injonctions. Peut-être la démarche n'est pas bonne. Mais tout est-il que M. Nagui, qui est un diplomate de formation, vous avez vu, bon, peut-être vous avez dit qu'on va en parler tout à l'heure. Il a évolué dans sa posture, mais toujours est-il que le fond reste le même. Le problème des États-Unis aujourd'hui, c'est qu'on met fin à la violation massive des droits de l'homme que nous observons au Cameroun et que la crise sociopolitique qui est en train de traumatiser les Camerounais, parce qu'il ne faut pas se leurrer, cette crise qui est en train de créer un traumatisme terrible dans ce pays, et les États-Unis qui veulent faire les affaires avec le Cameroun et qui tiennent à pratiquer ce qu'on appelle une diplomatie au service de l'économie, ne veulent plus de cette crise. C'est pour ça que les États-Unis ont pris les devants pour suggérer une conduite à tenir. Alors, conduite à tenir, est-elle une suggestion, est-elle une pression autre des États-Unis vis-à-vis du gouvernement camerounais, maître Joseph-Claude Biliga, le prétexte de la crise anglophone, ou alors le prétexte de l'emprisonnement de Maurice Kamto justifie-t-il finalement que les États-Unis se mettent dans cette posture de grand maître du monde pour donner injonction au Cameroun de se mettre en exécution? Première chose, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord dire que, je ne sais pas, dans notre pays, lorsqu'on parle de société civile, des ONG, qui devaient être neutres, on a l'impression que c'est des gens qui sont pratiquement de l'opposition. C'est calé, c'est calé. Moi, j'ai eu la chance d'être formé en droit de l'homme à Strasbourg, à l'Institut René Cassin de Strasbourg. Et on nous a appris qu'au niveau des droits de l'homme, il y a un volet vulgarisation, formation. La dénonciation vient après. Mais on a l'impression qu'ici, on dénonce beaucoup plus. C'est-à-dire que le travail des ONG, c'est de dénoncer. Mais je les comprends. Elles dénoncent ces ONG parce que si elles n'ont pas dénoncé les fonds qui viennent de l'extérieur, ne pourront pas leur donner, dont leur structure va fermer. On parle de l'ingérence. Effectivement, il y a cette ingérence-là. C'est-à-dire qu'en fait, les ONG, la plupart de nos ONG, sinon toutes, bénéficient des subventions qui viennent de l'extérieur. Cet extérieur-là,
Parce que l'État du Cameroun, qui a les subventions à donner aussi aux ONG, utilise ça pour avoir et tenir ces ONG. Si les ONG faisaient l'éducation, la formation, ces ONG auraient suffisamment d'argent pour s'autofinancer. Tu sais de quoi je parle. Donc, si vous faites la formation, on ne vous donnera pas d'argent, on vous donnera pour dénoncer, pour dire qu'il y a des morts, il y a ceci. C'est ça qui est votre fonds de commerce. C'est dommage. Maintenant, je voudrais dire une chose. Tout à l'heure, mon confrère a dit, je l'avais déjà écrit d'ailleurs, ce qu'on appelle le droit d'ingérence humanitaire. Il existe. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a dit, aucun pays ne vit en autarcie. Tous les pays, surtout qui ont des peuples qui n'ont pas les moyens de se défendre face à la force légitime et parfois la violence légitime de l'État, ont pour bouclier la communauté internationale à travers le droit de l'ingérence humanitaire, qui permet effectivement à la communauté internationale d'intégrer, d'entrer dans un pays, parfois même avec des armes, pour pouvoir établir les Mais je dis, le problème qui se pose ici, c'est pas seulement le problème des droits de l'homme, parce que pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, les États-Unis, ce n'est pas un exemple patent des droits de l'homme, de respect des droits de l'homme. C'est un problème de force, de rapport de force d'un pays dominant, ou qui se veut dominant, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'un de ses membres, donc qui a un droit de veto. Qui a un droit de veto, donc il joue donc le rôle du gendarme dans le monde. Mais comme je l'ai dit, on a beau jouer le rôle, on peut bien obtenir des résultats dans le domaine diplomatique, et l'un des députés l'a dit, sans vouloir humilier les autres. Parce que lorsque le monsieur Thibon Nagui, qui est un très grand diplomate, on l'a dit 32 ans, il connaît très bien la mentalité de l'Africain, mais qui vient plutôt à la télévision, à la veille d'une rencontre avec le président de la République, à la radio, dire que, donner pratiquement des injonctions, je pense que c'est contre-productif ce qu'il fait. L'objectif, c'est de pouvoir obtenir un résultat. C'est-à-dire obtenir la cessation des troubles dans le nord-ouest et le sud-ouest, obtenir la libération de M. Kamto, le professeur Kamto et de ses militants. Ce n'est pas de cette manière qu'on doit procéder. Je n'apprends rien aux diplomates, mais je trouve que c'est la logique. Si quelqu'un, comme vous allez, on prenait le cas du voisin qui vous nourrit, etc. Si le voisin vient par derrière, de manière calme, et qu'à votre porte, il s'assoit des voisins, mais comment, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous faites ça? Je vous assure que vous allez vous souvenir que c'est ce voisin qui vous nourrit, ou bien qui vous aide, et vous serez plus réceptif à ce qu'il vous dit, que s'il monte là dehors en disant, oui, tous les jours je vous nourris ici, vous venez, vous tapez votre femme, vous faites ceci, vous faites ceci, si votre femme meurt maintenant, bien elle est malade, ne venez pas me demander de l'argent. Vous voyez bien que c'est deux attitudes différentes. Vous allez vous braquer, parce que vous avez estimé que vous êtes une. Donc je dis, l'attitude des États-Unis, qui veut sans doute aider le Cameroun, qui intervient dans plusieurs programmes. Hein. On a parlé de Boko Haram, mais ils sont aussi à Douala également, au niveau de la marine. À Bonanjoye, ils ont des... Donc, ils forment. Il y a le grand exercice au Bangame, dont la clôture a eu lieu il y a quelques jours. Ils sont là. Donc, je veux dire qu'on ne peut pas mettre sur un même pied d'égalité, même si on parle d'une souveraineté de tous les pays ne sont pas forcément sur le même pied d'égalité. La preuve, aux Nations Unies, il y a les droits de veto. Certains qui ont le droit de veto, d'autres pas. Et de l'autre côté, il y a des pays, je reviens dessus, comme la France, où on a vu comment on a tabassé, on a arrêté des centaines de gilets jaunes. On ne verra pas les États-Unis en train de dire aux Français, allez faire ceci. Et je nuance même d'ailleurs en réalité, excusez-moi, je dois être quand même honnête, intellectuellement honnête, pour dire qu'on a suivi quand même ici, on a suivi récemment, la France qui a été sermonnée par l'Italie, dans le cadre du franc CFA. Donc, il ne faut pas non plus penser que c'est seulement vers les pays africains que ce genre de démarches peut être faites. Des remarques sont même faites entre les pays européens. Alors, on va évoluer dans le débat, Maître Atta. Je voudrais qu'on avance un tout petit peu. Okay. Allez-y, 30 secondes. Oui, peut-être une minute. En fait, ce que je voulais faire observer, et là, je vais rebondir au propos de mon estimé confrère René Medbiliga, quand il dit que, en fait, les États-Unis qui viennent poser le problème de violation des droits de l'homme au Cameroun ne sont pas un exemple en la matière, je peux le lui concéder. Mais sauf que ces violations flagrantes et massives des droits de l'homme ont déjà été stigmatisées par tout le monde. Même l'Union européenne a posé le problème. Il y a d'autres organisations, il y a les organisations non gouvernementales,
internationales comme Amnesty International, Human Rights Watch, tout le monde a posé le problème. Au niveau du Cameroun, la société civile a posé le problème. Les journalistes que vous êtes ont posé le problème des droits de l'homme qui sont violés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas les États-Unis qui posent le problème. Toujours est-il que c'est pas là que je vais chuter pour rester dans les limites du temps que vous m'avez donné. C'est de vous dire qu'en fait, tout le monde sait que la situation qui prévaut au Cameroun, sur le plan sociopolitique, est préoccupante au point où les et que le problème de fond qui s'y pose, c'est le problème des droits de l'homme. Ce problème devient préoccupant pour tout le monde. Il faut que le gouvernement se penche sur cette question pour, j'allais dire, prendre des mesures appropriées. C'est ce que je voulais faire aussi. Alors, je voudrais rappeler que Peter Tibornagi est finalement arrivé au Cameroun. C'était samedi dernier. Il a été reçu à l'aéroport international de Douala par le groupe administratif. Il a été ensuite conduit dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, où il a rencontré des officiels camerounais, notamment le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela. Et Peter Tibornagi a été reçu en audience par le chef de l'État, Paul Biya. Je vous invite à suivre ce reportage signé Rosalie Gosselin ici, et on se retrouve juste après pour la suite du débat. Les deux personnalités ont abordé de nombreuses questions, parmi lesquelles l'état de la coopération entre les États-Unis et le Cameroun. Non sans parler de la question de l'emploi des jeunes, qui reste une véritable préoccupation. Les États-Unis sont très intéressés par le Cameroun. Tout comme le gouvernement camerounais, nous voulons aussi ce qu'il y a de mieux pour les Camerounais. Vous avez une population très jeune et dans l'avenir, elle aura besoin d'emploi. J'aimerais faire venir beaucoup plus d'investisseurs au Cameroun. Nous voulons que les jeunes Camerounais aient de meilleures opportunités. Au sujet de la question sociopolitique du pays, avec l'arrestation de l'opposant Maurice Kamto et ses partisans, le diplomate américain qui quelques jours plus tôt avait rejeté la gestion par le gouvernement camerounais de cette crise post-électorale s'est plutôt montré rassurant. Je représente le gouvernement des États-Unis. Vous avez ici un de nos meilleurs ambassadeurs. Il parle aussi pour le gouvernement américain. Je connais le pays assez bien et j'ai beaucoup d'intérêt dans les sujets de pays. Pour moi, je vais toujours garder dans mon cœur une chaleur vers les peuples, vers le pays et ça m'intéresse beaucoup. Il importe alors de rappeler que quelques jours avant sa venue au Cameroun, Peter Tibornagi avait fait des déclarations fortes dans certains médias internationaux, regrettant l'arrestation de Maurice Kamto et critiquant la gestion par l'État de la crise dite anglophone qui s'enlise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous revenons sur le plateau de Toto Claire après ce reportage. Monsieur Sepo, alors Peter Tibornagi a fait des déclarations tonitruantes, on peut les qualifier ainsi si vous le permettez, et il est reçu par les officiels camerounais, mais seulement dans l'échange avec ces officiels, plusieurs sujets reviennent, principalement la question des jeunes et du rechauffement des relations bilatérales entre le Cameroun et les États-Unis. Oui. Comment, je crois, mettre certains avocats ici l'ont dit, mais je tiens à vous rappeler, parce que vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui se disent longtemps sous la table avant d'être au-dessus de la table. Il y a un langage diplomatique qu'on appelle les brèves diplomatiques qui font chaque jour, qui circulent chaque jour entre les différents pays. Donc on n'a pas besoin absolument de mettre toujours sur la place publique ce qui se dit dans ce qu'on appelle réellement la vallée diplomatique. Il a dit, ils ont l'un des meilleurs ambassadeurs des États-Unis au Cameroun. Donc, ils savent parfaitement ce qui se passe au Cameroun. Donc, le fait de dire qu'on trouve qu'il est allé au-delà de ce qu'il devait dire, ce sont des choses qui sont... On l'a dit tout à l'heure, il a été chef de mission adjoint au Cameroun dans les années de Brest, au début des années 80. Et je peux vous dire qu'à cette époque, la plupart des notes que tenait Madame Francesco, c'est lui qui les voit. Donc, il sait parfaitement ce qui se passe au Cameroun. Maintenant, parlant de ses propos, je tiens à dire tout de même que vous avez vu, Maître Kaka l'a dit au départ. Vous voyez qu'entre ce qu'il a dit à Radio France Internationale et ce qu'il vient dire ici, les gens se seraient attendus à ce qu'il continue dans cette... qu'il continue, n'est-ce pas, dans cette lancée, à être virulent par rapport à ça. Mais on a vu plutôt quelqu'un qui a été reçu par le président de la République et qui est pas comme des adversaires ou pas comme quelqu'un qui voulait donner une injonction. Parce que là, il fait dire qu'ils ont parlé de beaucoup de choses. Mais nous savons tous qu'au-delà de ce qui se passe sur la table, comme je dis, il y a beaucoup de choses qui se disent en dessous. Qu'il parle maintenant du problème des jeunes.
Bon, il faut savoir. Vous savez, il faut savoir ce qu'on appelle en temps pas jeune. Lorsque vous avez un monsieur de 90 ans au pouvoir, c'est tout à fait normal que lorsque vous avez 75, 80 ans, vous êtes un jeune pour lui. Donc, maintenant, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle les jeunes chez nous, dans notre pays. Est-ce que ceux qui nous gouvernent ont la même notion de jeunes que ce qui est dit dans... Donc, c'est autant de choses qu'il faut revenir là-dessus et voir maintenant comment est-ce qu'on va capitaliser. Parce que je l'ai toujours dit, est-ce que nos gouvernants capitalisent suffisamment la critique qui leur est posée? Parce que concernant le problème de droits de l'homme, tout le monde le relève. Ce n'est pas les États-Unis qui viendront apprendre aux Camerounais ce qui se passe. Chacun voit. Et le dire, ce n'est pas de l'ingérence, ce n'est pas faire du mal à quelqu'un que de dire que ce qui se passe là n'est pas bien. Et il faut changer la donne. Et c'est pour ça que, au-delà de la souveraineté des nations, il y a une organisation supranationale qu'on appelle les Nations Unies qui arrive, qui à un certain moment prennent des résolutions pour pouvoir intervenir dans des pays, tout simplement parce qu'on estime que les choses ne vont pas comme elles devaient être et la souveraineté à ce moment-là doit être mise entre guillemets. Alors, Peter Nabor Tarbi, Thibault Nagui a-t-il changé de fusil d'épaule en arrivant au Cameroun? Non, pour nous, moi j'ai suivi justement ces différentes tweets, ces sorties. Jusqu'à quand il est arrivé au Cameroun, vraiment il est resté cohérent. Il est resté cohérent, peut-être la manière ou le ton qu'il a utilisé lorsqu'il est arrivé au Cameroun a changé, mais il est resté cohérent dans le fond. Qu'est-ce qui peut justifier ce changement? Hier, à Radio France Internationale, il était virulent, il était imposant, il était dans la logique de l'injonction même vis-à-vis du Cameroun. Au Cameroun, il se veut plus conciliant, il change même de sujet de discussion avec les autorités camerounaises. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, Frédéric, nous sommes ici en diplomatie. Il ne faut pas aussi l'oublier. Que justement, dans la diplomatie, je peux être chez moi, j'utilise un certain ton quand je veux m'adresser à mon vis-à-vis. Et lorsque je suis chez lui, je suis conscient qu'une fois que je suis sur son territoire, il faut que je modère un peu ma façon de parler. Mais dans le fond, mon message doit rester le même. Et c'est ce que Thibault a fait. Dans le fond, son message est resté le même. Vous voyez, j'ai ici quelques extraits de ses sorties qu'il a eu récemment. Quand vous les analysez, vous voyez que dans le fond, il n'a pas changé sa logique. Il a continué à dire que il interpelle le gouvernement camerounais à justement régler la question de la crise anglophone avec en organisant une conférence ou alors un dialogue inclusif. C'est ce qui est demandé depuis des années, depuis que cette crise a commencé par les leaders politiques et même de la société civile. Et je crois qu'avant qu'il ne vienne au Cameroun, il a dit la même chose, peut-être d'une autre manière, mais il a dit la même chose. Il s'est également penché sur le cas de Maurice Kamto, l'arrestation de Maurice Kamto et ses alliés. Il a dit qu'il a encouragé le chef de l'État à leur libération. Est-ce qu'il a changé son agenda? Moi, je dis non. Il est resté cohérent parce que même depuis les États-Unis, depuis quand il a fait son interview sur Radio France Inter, le fond était le même. Il faut libérer ces prisonniers politiques qui ont été arrêtés. C'est vous qui dites qu'ils sont politiques. Oui, mais ils sont jugés pour des infractions de droit commun. Bon, démontrez-nous que... C'est pas moi de démontrer, c'est ce que la loi nous dit, c'est ce que le ministre de la Communication a dit il y a quelques jours. Heureusement que nous avons de brillants avocats qui sont sur le plateau, qui vont certainement nous donner des explications dans ce sens. Mais nous, on sait que c'est des leaders politiques qui ont été arrêtés lors des manifestations. On peut être un leader politique arrêté, mais sans être un prisonnier politique. Il faut également faire cette distinction. Maître Kakak, y a-t-il eu rétropédalage dans la façon ou alors dans l'approche de Thibault Nagui arrivé en terre camerounaise et même devant le chef de l'État? Vous avez suivi le reportage de Rosalie Gessula ici qui nous fait observer que lorsqu'il a été question, lorsque les journalistes lui ont posé la question de ses propos sur la crise anglophone, il l'a simplement retourné en disant « Nous avons l'un des meilleurs ambassadeurs au Cameroun ». Il a évité la question. Non, n'est-ce pas une sorte de rétropédalage? Non, je ne pense pas. Vous savez, lorsque vous avez suivi la tournée de M. Thibault Nagui en Afrique, vous aurez compris, après son audience avec le chef de l'État, qu'il n'a pas changé de posture. Vous comprenez? En fait, on lui a confié une mission, le président Trump lui a confié une mission
en Afrique. Il était aussi dur avec la République démocratique. Non, attendez. Avant qu'il n'arrive au Cameroun, il était en Ouganda, il était au Rwanda, il était en RDC et il est arrivé au Cameroun. Et sa visite ou bien sa tournée avait deux dimensions. Une dimension économique et une dimension politico-diplomatique. Vous comprenez? Parce que, en fait, comme je vous l'ai dit à l'oreille de mon propos, l'objectif des États-Unis aujourd'hui, c'est de supplanter les Chinois en Afrique. Ils ont un objectif économique. Il faut absolument, j'allais dire, reprendre le poids de la bête en Afrique. Mais alors, cela n'est pas possible dans un contexte sociopolitique totalement délétère comme celui que nous avons aujourd'hui au Cameroun. C'est pour ça que, en fait, ces deux objectifs sont liés. Ils veulent investir au Cameroun. Lorsqu'ils parlent de la jeunesse là, qu'est-ce qu'ils disent concrètement? Ils vous proposent un modèle anti-chinois. Ça veut dire qu'on ne va pas faire comme les Chinois font aux chevaux. Nous, on viendra investir de l'argent. On va financer des projets ici au Cameroun. On va réaliser et financer, j'allais dire, des projets structurants. Nous n'amènerons pas le personnel des États-Unis. On va utiliser les jeunes Camerounais à qui nous allons donner des emplois. Une façon de dire que c'est pas comme ça. Et en même temps, know-how. Voilà, vous comprenez? Donc, et on va favoriser le transfert de technologie. Et bien naturellement, nous allons contribuer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans un contexte dénué de corruption, parce que nous n'allons jamais pratiquer la corruption. Vous comprenez que ici les États-Unis sont un pays particulièrement brillant de corruption. Pour chuter, ils sont là pour faire les affaires, mais ils ne peuvent pas faire les affaires dans le contexte sociopolitique que nous avons. Tant qu'on est dans la crise. Il faut absolument régler ce problème. Je pense que c'est ce que M. Thibault Nagui a voulu nous dire. Mais sauf que il s'est rappelé qu'il est un diplomate. Un diplomate. Après le coup, il s'est rappelé. Après le coup, parce que non, en fait, les déclarations auxquelles vous faites allusion ont été faites lors d'une interview avec un journaliste. Et dans une interview, maintenant qu'il est dans, comment dirais-je, il travaille maintenant dans sa posture de diplomate. Il ne peut plus tenir le même discours qu'il avait tenu aux journalistes. Il est obligé d'affiner son propos, de le rendre un peu plus digeste. Mais le fond reste le même. Et sur ce point, je rejoins notre jeune corporaliste pour dire que, effectivement, lui, son problème, c'est que le problème des droits de l'homme, la crise sociopolitique qui sévit au Cameroun, trouve une solution. Mais, pour lui, l'objectif essentiel, c'est de permettre aux États-Unis de mieux commercer, de mieux faire le Cameroun. Voilà le problème. Et si je peux, Frédéric, je voulais ajouter une chose. Aujourd'hui, les États-Unis sont présentés comme ceux-là qui sont les premières personnes qui violent les droits dans le monde entier. Donc, il fallait comprendre aussi pourquoi Thibault devait ici un peu atténuer son langage. C'est pour garder cette image de la grande puissance des États-Unis qui ne vient plus pour donner des injonctions, ne vient plus pour commander, la collaboration, mais justement, la coopération. Effectivement, il reste aussi dans ce jeu diplomatique, mais le fond est que le message est passé. Nous n'étions pas là quand il a eu son entretien avec le chef de l'État. Certainement, des choses se sont dites et il a relevé. Certaines d'entre elles, c'est de savoir qu'il faut que la crise anglophone cesse rapidement et que... Ce ne sera pas sur un coup de baguette magique de toutes les façons. Alors, Maître Joseph Claude Biliga, voilà un diplomate, un haut cadre de l'administration américaine qui a reçu les injonctions. Est-ce qu'il est parti dans la logique ou dans la posture de son président? Vous savez, le président Donald Trump est très violent dans les propos. Est-ce qu'il a voulu simplement jouer cette carte-là et puis pour finalement venir au Cameroun, dire, bon voilà, on est de très bons partenaires d'affaires, on peut continuer à faire des affaires et c'est dans cette posture peut-être qu'il a été reçu par le chef de l'État. Moi, je voudrais d'abord dire une chose, il faut que ça soit clair et net. Aucune personne sur ce plateau ne dit pas qu'il y a des problèmes au niveau du nord ou du sud-ouest, qu'il y a des problèmes avec des arrestations de Camto et autres. Tout à l'heure, lorsque mon confrère vous a parlé de l'infraction de prisonniers politiques, vous avez demandé, est-ce qu'il y a ce sont des infractions de droit commun. Je triche un confrère, un excellent confrère que j'ai suivi récemment, qui a dit ceci. Est-ce qu'il y a un code d'infraction politique? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un code qui définit les infractions politiques. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est à travers le code, appelé le code pénal,
qui est le code pénal, les autres codes, comme les autres textes, comme la loi sur le terrorisme, qu'on peut déterminer, ou bien on peut déceler des infractions que l'on pourrait qualifier de politique. Il n'y a pas un code politique, c'est une infraction politique. On va dire, lorsqu'on devrait faire ça, c'est une infraction politique. Maintenant, dans le code pénal, il y a certaines actes qu'on peut penser qu'ils sont liés à la politique. Le ministre de la Communication, alors, René Magnas a dit dans les propos, dans une sortie médiatique, il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun. Non, je n'ai pas dit qu'il y a des prisonniers politiques. J'ai dit que, et je l'ai d'ailleurs dit plusieurs fois, qu'il y a des infractions qui peuvent être liées à des infractions politiques. Ça, on l'a compris. Voilà, parce qu'il n'y a pas un code pénal qui est lié aux infractions politiques, c'est les infractions de droit commun, mais certains comportements sont considérés, j'ai dit certaines des infractions peuvent être comptées comme des infractions politiques. C'est pas ça, pour moi, le véritable débat. Je voudrais juste ouvrir une fenêtre là-dessus. Et dire ceci, je comprends la peine de mes copanélistes, ceux qui tout à l'heure, Zuber en disant oui, le diplomate américain était dans son droit de pouvoir s'ingérer dans la politique camerounaise et qui, au sortir de l'interview, enfin, je veux dire, de l'audience avec le chef de l'État, a totalement changé de parole ou de bouche, comme on dit. Je suis un peu réservé tout simplement parce que vous êtes journaliste. Généralement, l'interview porte sur, parfois sur 10-15 minutes. Le journaliste fait un choix de ce qu'il décide de poser comme question. Non, pas seulement de poser comme question, mais de rendre public. Parce que ce n'est pas une interview qui est en direct. Non. Voilà. Donc, il peut arriver donc bien que ce monsieur ait dit des choses qu'on n'a pas voulu nous faire écouter, qui peut-être étaient dans le sens de ce qu'il avait dit avant. Admettons-le comme ça. Mais ce que nous avons suivi, il a eu une sorte de rétro-pédalage. Et ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas parce que lorsque vous suivez ce qui s'est passé par exemple à RD Congo, lorsque l'Union africaine a demandé, a fait même injonction à la conférence, pas la conférence, je vais dire, à la commission en charge des élections, de ne pas programmer les élections. Et le résultat. Elle le fait plus tard. Cette commission a passé outre. L'Union africaine a pris acte. C'est-à-dire qu'en réalité, nécessairement, il s'est passé comment je vais dire ça, des tentations diplomatiques qui ont amené même la CENCO, la conférence épiscopale de la RD Congo, à revoir sa position en disant ok, c'est pas celui-là que nous croyons qui, enfin c'est pas monsieur Kabila, pas Kabila, monsieur Tshisekedi Tshilombo qui a gagné les élections, que ne sais pas de son nom que nous avions, mais ça ne fait rien, il est quand même là et on prend acte. Ça veut dire qu'en réalité, on peut bien partir de les États-Unis en se disant on va faire ça, on pourra faire des déclarations. Mais lorsqu'on est en face de la personne, le président de la République qui est une personne suffisamment informée, et qu'on comprend ce son de cloche, l'autre son de cloche, on peut être amené à changer sa position parce que les informations qu'on avait n'étaient pas totalement des informations fondées. Et le président, je crois que les Camerounais l'ont dit d'ailleurs, qui ont dit que, en fait, moi j'ai suivi ça sur une chaîne, où on disait que, en fait, les États-Unis n'ont pas eu toutes les informations nécessaires pour donner une appréciation réelle de ce qui s'est passé au Cameroun. Je voudrais terminer en disant que tout à l'heure on a parlé des États-Unis de respect. Non, les États-Unis ne respectent pas les droits de l'homme, ne respectent pas les résolutions internationales, les conventions et autres. La CPI, la l'a refusé. La CPI ont même interdit que leurs citoyens puissent être jugés. À la CPI. Quel que soit ce qu'ils posent comme acte en Afghanistan, en Syrie, et partout. Ouais. On ne peut pas en même temps dire qu'on défend les droits de l'homme et accepter que ces citoyens puissent violer les droits de l'homme sans que ces citoyens ne soient jugés par un tribunal international qui a été mis sur place, effectivement, pour juger ce genre de comportement. Pour me résumer, donc, je dis, ce que nous reprochons au diplomate américain, au sous-secrétaire d'État américain, c'est qu'il a parlé trop vite. Il aurait pu arriver au même résultat sans avoir à trop vite parler et à donner à te mettre dans une posture de donner des leçons pour après revenir et considérer le président comme étant un homme très intelligent, etc. etc. Ça,
Je crois que mon ami, je veux dire, mon jeune panéliste de ce plateau de MRC, je le vois très déçu parce qu'il se disait que... Non, pas du tout. On va arriver au MRC tout à l'heure. Je voudrais, s'il vous plaît, si vous permettez de prendre d'abord ces quelques SMS de nos téléspectateurs qui sont nombreux déjà à nous envoyer leur contribution. C'est une ingérence. Je vois les panélistes qui cherchent à démontrer l'amour des États-Unis pour les Africains et notamment pour le Cameroun. On a vu cet amour en Irak, en Libye, en Côte d'Ivoire, en Syrie, au Yémen et en République démocratique du Congo depuis plus de 50 ans avec dans MONUSCO. Jouez votre rôle de cheval de Troie en l'assumant sans pour autant tromper le peuple et notamment le peuple camerounais. Le téléspectateur n'a pas signé son SMS. S'il vous plaît, signez vos SMS. Alors, bonsoir. Je pense que M. Nagui est venu au Cameroun pour le business et a tenu à violer la véritable raison de à voiler la véritable raison de sa visite aux autres prédateurs. Bonsoir, Maître Kaka. Il y a bel et bien un pays au Moyen-Orient qui viole les droits de l'homme et les États-Unis restent leurs collaborateurs. Cette visite n'a rien du droit. C'est un autre Camerounais qui n'a pas signé son SMS. Bonsoir, Monsieur Malangue Yeke qui nous suit ce soir. Merci à vous de nous suivre. Bonsoir le plateau. Le droit d'ingérence ne trouve son champ d'application qu'en Afrique. Le nouvel ordre mondial par le chaos. Nous autres connaissons, alors de grâce, respectons-nous et faisons-nous respecter. C'est le point de vue de M. Malangue Yeke qui nous suit ce soir et qui est un militant de l'Union des populations du Cameroun. S'il vous plaît, n'appelez pas ce numéro de téléphone, on ne pourra pas vous prendre. Ce Cameroun est trop corrompu, trop même. C'est Varsini qui nous envoie son SMS. Bonsoir. J'aimerais comprendre ou qu'on comprennent que le problème qui se passe au Cameroun est un problème géostratégique. Si l'on comprend la géostratégie, son opération, on comprendra pourquoi le Cameroun se doit de se défendre en dépit des lois internationales. C'est M. Hagmad qui nous a envoyé ce SMS. Les droits de l'homme sont aussi pour les autres que Maître Kakak qui donne des leçons aux autres commence par les respecter, je ne sais pas pourquoi. Niam de Douala qui envoie ce SMS. Un autre SMS, bonsoir, bon casting. Si vous pouvez n'appeler pas ce numéro de téléphone des panélistes et bon débat. Cependant, ne perdons pas de vue que ceux qui disent nous apporter des solutions à nos crises, que je juge leur situation culturelle et conjoncturelle, devraient, s'ils ont réellement la capacité de nous aider à les prévenir. Serge Bouta de Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun. Bonsoir à tous, c'est Marius Gouté. C'est pas un débat, le Cameroun n'est pas un torchon, tout le monde vient et parle comme il veut. S'il nous plaît et s'il vous plaît, nous avons affaire à un président élu qui gère bien et très bien même le Cameroun. Et il nous le montre suffisamment bien. Il vaut mieux que les autres qui ne peuvent pas le faire se taisent et applaudissent au passage des œuvres du président de la République, Paul Biya. Bonsoir. Le débat m'intéresse, sauf que il faut aider la majorité des Camerounais déjà à comprendre ce que c'est que les droits de l'homme d'un des deux. Est-ce que les droits de l'homme signifient l'anarchie? Si quelqu'un considère comme juriste piétine cela et entraîne une foule à sa suite, que faire de lui? C'est Jean-Louis qui nous envoie le SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. Juste vous dire que n'invitez plus les gens qui n'ont rien à dire aux Camerounais et qui ne sont que sur la posture de la critique. Kamto n'est pas le premier prisonnier politique dans le monde. Vous nous fatiguez avec ces histoires. C'est Elvis qui nous envoie ce SMS. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. Nous, Camerounais, souffrons de la manipulation des Occidents. Merci pour le choix du thème. Bonsoir à tous. C'est Martinien de Bongando par Bokito, dans la région du centre du Cameroun, je pense, autour de Bafia. Oui, tout à fait. Alors, un autre SMS qui nous est parvenu ce soir. Bonsoir, moi c'est Mélie. Ceux qui défendent le régime en place font semblant d'ignorer nos souffrances. Un autre SMS. Bonsoir le plateau. Moi je suis Camerounais de sang. J'ai tellement mal au cœur d'entendre qu'un étranger vienne arroser le problème des Camerounais
Sommes-nous incapables de pouvoir résoudre nos propres problèmes? Notre Père est le seul décideur, juge et libérateur de Kamto qui trouve M. Mbarbé du nord du Cameroun qui nous envoie ce SMS ce soir. Pas d'appel, monsieur, je vous rappelle. Bonsoir, le débat m'intéresse, c'est cela qui revient. Dites-moi, les États-Unis respectent-ils les droits de l'homme chez eux? C'est Jean-Louis qui nous envoie le SMS de Punfou. C'est dans la région du centre du Cameroun. La venue de Tibor Nagui est salutaire compte tenu de la situation politique actuelle rythmée par la dictature du régime de M. Paul Biya. Lionel qui nous envoie ce SMS dans le cadre de ce débat sur Tout au clair. Le droit de l'homme ne veut pas dire qu'on ne respecte plus personne au Cameroun. M. Tibor a tout son droit de dénoncer ce qui se passe dans notre pays. C'est M. Gassman qui nous envoie ce SMS. Nous devons tous nous asseoir autour d'une table pour résoudre les crises actuelles. Et je trouve Maître Kakak très positif. Alain Christian Kamenier de Bafoussam, chef-lieu de la région de l'ouest du Cameroun. Appelez par ce numéro de téléphone, messieurs et dames. Bonsoir à vous. Je pense que le seul problème du Cameroun est la mentalité de l'Africain. Si l'Africain change, on n'aura plus à faire, on n'aura plus à faire à ces étrangers. C'est Hans de Yaoundé qui nous a envoyé son SMS ce soir. Madame Karl Nana également nous revient. Bonsoir à tous. Les relations internationales sont guidées par des intérêts et non par des amitiés. Pour moi, les propos de Peter Tibor Nagui sont sans grande conséquence. Il est possible qu'il ne les ait tenus que pour mieux négocier l'objectif principal de sa venue au Cameroun. Bonsoir particulier à Maître Kakak qu'elle retrouve avec beaucoup d'intérêt. Bonsoir. Maurice Kamto doit rester en prison. C'est un téléspectateur qui nous a écrit sans signer son SMS. Bonsoir à vous sur le panel. À entendre trois panélistes, ils condamnent plus le gouvernement pour ce qui est des violations des droits de l'homme, alors que de l'autre côté, il y a pire que ça. C'est monsieur, il n'a pas signé son nom, mais il nous dit que son SMS vient de Limbé, dans la région, c'est monsieur Reynaud de Limbé, dans la région du sud-ouest du pays. Joël, alors là, Joël Thierry de Douala nous a envoyé toute une Bible. Bonsoir, je suis bien votre émission et vous en remercie. Après entretien avec le chef de l'État, Tibor a compris que le chef de l'État a donné et donne le meilleur de lui, même pour résoudre la crise anglophone. Toutefois, il y a une résistance instrumentalisée, donc certainement les réseaux sont les puissances étrangères très proches des États-Unis d'Amérique. Actuellement, les grands enjeux sont entre les États-Unis et la Russie. Or, les alliés des Russes sont la Chine, la Corée du Nord et le Cameroun est un grand ami des ennemis des États-Unis. Conséquence, Tibor a compris que le Cameroun a un soutien de poids. Thierry Joël de Douala qui nous a envoyé son SMS ce soir. Bonsoir à M. Julien Sesepo pour l'éclairage. C'est M. Nestor Nenwoselela. Et puis ce dernier SMS, bonsoir le panel. Il n'y a pas eu ingérence des États-Unis au Cameroun. Lorsque les États-Unis ou lorsqu'un parent bat son enfant à mort, le voisin peut saisir la justice et le parent risque une peine d'emprisonnement. Pourquoi la justice ne dit pas ce que c'est que son père ou alors le droit qu'a son père vis-à-vis de son fils? Monsieur Ebon et Christian, en France, les Gilets jaunes marchent et font les casses. Le gouvernement Macron cherche à trouver des solutions et à même dialoguer avec eux. Ici au Cameroun, on veut faire croire que ceux qui revendiquent au Nozo ne sont pas des Camerounais et refusent systématiquement le dialogue. Je voudrais rappeler à M. Ebongue que M. Ayouk Sissikoutabe a dit devant la justice camerounaise qu'il n'est pas Camerounais et qu'il est un réfugié au Nigeria. Donc, c'était pour répondre à l'une de vos questions. Alors, je reviens sur le plateau avec M. Sepo. M. Sepo, alors, lorsqu'on annonce l'arrivée de M. Tibor Nagui au Cameroun, on a vu une saine émulation au sein d'un parti politique, notamment le vôtre. D'ailleurs, de nombreuses informations ont circulé faisant état de ce qu'il porterait très haut la défense des intérêts de Maurice Kamto et de ses militants auprès du chef de l'État Paul Biya. Oh ben ça c'est comment je vais appeler ça, les gens prennent, je sais pas, des fantasmes pour des réalités. Nous ne pouvons pas. C'est pour ça que Maître Biliga disait que nous avons été déçus à la sortie. Non, pas du tout, Maître Biliga. Moi, personnellement, entre la communauté internationale et les institutions nationales,
je n'ai pas de préférence à faire. Je suis pour les institutions nationales. Je ne suis pas d'accord pour que les... Ce n'est pas la... Nous n'avons jamais... Nous n'invitons pas... Nous ne voulons pas que la communauté internationale vienne défenestrer M. Biya pour installer M. Kamto. Pas du tout. Donc, il faut que les gens comprennent ça. On n'a pas besoin... Monsieur Thibault Nagui... Vous avez toujours dit que la communauté internationale est restée mieux face à ce qui suivi M. Kamto et ses militants. Nous disons justement que dans un pays... On a parlé tout à l'heure de l'ingérence humanitaire, qui est un droit pour tous les États qui en ont la capacité d'intervenir, ne serait-ce que pas nécessairement par une résolution où on viendrait bombarder un État, mais par des actes diplomatiques, comme on a dit, qui peuvent amener les gouvernants à revoir leur position par rapport à des situations bien précises. Maintenant, lorsque nous disons que il a dit des choses qui ne... C'est une palissade. Il n'a rien appris. Donc vous n'attendiez rien. Vous du MRC, vous n'attendiez rien de la venue de Thibault Nagui au Cameroun? Je n'ai pas fini, Frédéric. Il n'a rien. Quand je dis c'est une palissade, parce qu'il n'a appris rien de nouveau à personne. Seulement, certains ont bien entendu cru que le fait de l'avoir dit certaines choses sur des ondes en dehors du Cameroun, faisait qu'il devait arriver au Cameroun comme un super-héros, je ne sais pas moi, habillé comment pour dire à M. Biya que voilà, lui donner des injonctions, que dès demain, je veux que ça se passe comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes dans le cadre, on a dit, des relations entre États, mais également, il faut tenir compte d'un certain nombre de paramètres. On a parlé ici, diplomatiques et autres. Et il y a le langage diplomatique, qui n'est pas le langage vert. On ne tient pas un langage vertement, comment dire, choquant à son interlocuteur. Il y a le diplomatiquement poli, comme on dit. Du coup, maintenant, il peut avoir dit un certain nombre de choses. Quand la sortie, les journalistes, il n'a pas dit, bien sûr, les journalistes l'attendaient à ce qu'il dit que bon, voilà ce que j'ai dit. Mais je tiens également à dire que s'il avait dit, par contre, qu'il a dit cela au président de la République, et que tous ceux qui parlent d'ingérence n'aurait plus, on dit que non, à partir du moment où il discute avec mais avant les élections, on a vu également l'ambassadeur des États-Unis ici, qu'il a dit ceci au président, qu'il a suggéré une idée au président. Il ne l'avait pas dit avant d'aller le dire, mais on fait toujours plein. Mais je chute en disant, M. Nagui est l'un des derniers responsables américains à avoir déjeuné avec le maréchal Mobutu. Et à la sortie de l'audience, il disait, je l'ai trouvé très sage et très intelligent. On connaît la suite. Alors, de votre point de vue, la défense des intérêts et des droits de l'homme va-t-elle connaître une certaine amélioration au sorti de cette rencontre avec le chef de l'État, ou alors on reste dans la posture actuelle du gouvernement de la République? Ce n'est qu'un souhait, hein. Ce n'est qu'un souhait pour nous dans la société civile. On ne cesse de le rappeler, d'interpeller le gouvernement à cela. On ne cesse de multiplier les rencontres. À notre niveau, par exemple, un monde à venir, on ne cesse de multiplier les rencontres avec la population. Est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu des propos finaux ou alors de la démarche finale de Peter Thibault Nagui au sorti de cet entretien avec le chef de l'État, Paul Biya? Non, nous ne sommes pas déçus. Je l'ai dit tout à l'heure, du moment où il est resté cohérent envers lui-même, il est resté dans le fond. Où se trouve la cohérence dans ses propos et dans le fond de ses propos, si vous tenez à ce que ça se trouve dans ces logiques? Ça se trouve à ce que je vais le lire de manière claire pour qu'on se comprenne. Dans l'un de ses extraits, il dit « J'ai souligné mes préoccupations concernant l'arrestation de Kamto et d'autres, encourageant le Cameroun à garantir le respect de la procédure, la réunion pacifique et la liberté d'expression. » Je pense que si nous essayons de lire entre les lignes, on va comprendre très bien là que dans le fond, il est resté lui-même, demander à ce que justement ces derniers, que leur situation soit traitée avec la plus belle des manières et que nous sommes dans un contexte où il faut apaiser les cœurs et donc il demande justement que même quand la loi est violée, il faut apaiser les cœurs. Jusqu'à présent, on ne sait pas encore si la loi a été violée. Nous, à notre niveau, pour ce que nous avons observé, nous n'avons vu à aucun moment une violation de la loi. Que ce soit venant de Maurice Kamto, que ce soit venant des autres 200 personnes et plus qui ont été interpellées, enlevées. Je pose une question simple. Lorsque vous vous retrouvez dans la rue alors que vous n'avez pas obtenu autorisation de manifestation publique, c'est le respect de la loi ou bien c'est la violation de la loi? Là encore, c'est une autre machination. Parce que lorsque nous regardons justement nos lois, est-ce qu'il est donné autorité au sous-préfet d'interdire une manifestation?
de manière Cette manifestation n'a même pas d'abord été déclarée, donc elle est d'office illégale. La manifestation n'a pas été déclarée? Oui, elle n'a jamais été déclarée. On l'a dit sur ce plateau. Ça a été dit sur ce plateau par un responsable, un haut responsable du MRC. Elle n'a jamais été déclarée, donc elle était d'office illégale. Conséquence des courses, tous ceux qui sont ont pris part à cette manifestation sont dans l'illégalité. Je pense qu'ils avaient sorti un chronogramme de ces multiples activités où justement il y avait des dates précises pour les manifestations. Un communiqué ne veut pas dire qu'on est dans la légalité. Non, je suis d'accord, mais je dis encore, je veux rester dans mon élan pour répondre à votre question. Que justement Tibor, à notre niveau, nous ne sommes pas déçus de ses propos finaux, parce que justement il n'est que venu remettre sur la table ce que nous demandons depuis, c'est-à-dire les acteurs de la société civile et les acteurs politiques. Alors la fameuse baguette magique de Tibor, elle a été remballée, parce qu'en même temps, en tenant les propos, on avait le sentiment que une fois arrivé au Cameroun, ça va se décanter comme... Non, écoute, je pense que c'est une très mauvaise perception de la visite de M. Tibor. Parce qu'en fait... Au-delà d'un volet économique, il y a quand même... Non, je dis ceci. Il faut déjà noter de prime abord que la visite ou alors la tournée de M. Tibor en Afrique s'inscrit dans ce qu'on appelle les relations bilatérales entre les États. Donc quand M. Tibor vient au Cameroun, c'est dans le cadre de relations bilatérales entre les États-Unis et le Cameroun. Première chose. Et comme l'a si bien relevé tout à l'heure une téléspectatrice qui a écrit, pour dire que ce qu'on doit regarder, c'est que dans les relations entre les États, ce qui importe, c'est les intérêts. Vous comprenez? Et l'intérêt des États-Unis aujourd'hui, c'est de réactiver ces relations économiques avec le Cameroun. Moi, je vous dis, c'est l'objectif principal de sa visite. Maintenant, il a profité de cette visite pour contribuer. Moi, je pense que sa visite peut contribuer au règlement de la crise. La crise que j'appelle souvent la crise du 26 janvier. Mais vous vous souvenez quand même qu'il y a un prêtre, un missionnaire américain qui était tué au Cameroun dans cette crise anglophone, et à travers des accusations, ou alors à travers des faits relayés par certains journalistes, l'armée camerounaise avait été indexé comme étant le responsable de la mort de ce concitoyen américain. Je suis entièrement d'accord avec vous, Frédéric, mais ce que je veux vous dire, c'est que les États-Unis peuvent profiter de leurs ambitions économiques pour contribuer au règlement de cette double crise. La crise politique que nous vivons avec cette affaire du MRC et naturellement le règlement de la crise anglophone. Pourquoi vous pouvez la qualifier de crise politique? Non, c'est une crise politique. Non. Moi, je ne veux pas rentrer je ne veux pas épiloguer sur la nature du procès. Mais ce que je veux vous dire de manière péremptoire, et je le dis en pesant mes mots, à partir du moment, parce que là, je passe sous le contrôle de mon estimé confrère aîné. Vous savez, la particularité, ou alors la spécificité du procès pénal, c'est que lorsqu'on va dans ce procès, on peut aller au-delà des simples considérations juridiques. On peut interroger l'environnement du procès. Et lorsque nous interrogeons l'environnement de ce procès, on se rend compte qu'il y a les ingrédients politiques. À partir du moment où les détenus, ou alors, enfin, tous ceux qui sont poursuivis dans le cadre de cette affaire, sont des acteurs politiques. À partir de ce moment-là, ce procès prend des ingrédients politiques. Je veux m'arrêter là par rapport à cette question. Maintenant, je vais dire ceci pour chuter. C'est que, effectivement, les États-Unis se sentent préoccupés par cette situation. Parce qu'aujourd'hui, ils veulent faire les affaires au Cameroun. Ils savent que le Cameroun, c'est un pays stratégique en Afrique avec lequel ils doivent faire de très bonnes affaires. Et ils ne peuvent pas faire ces affaires dans un contexte totalement délétère comme celui que nous avons maintenant. C'est pour ça qu'ils se sont engagés à apporter leur modeste contribution au règlement de la double crise, la crise anglophone, parce qu'en réalité, comme vous l'avez si bien dit, ils se sont sentis concernés. À un moment donné, lorsque leur concitoyen a été tué dans cette zone, et naturellement, la question politique, la crise socio-politique que nous vivons aujourd'hui ne peut pas les laisser indifférents. Eux qui veulent faire les affaires ne peuvent pas venir faire les affaires dans un contexte socio-politique qui ne favorise pas, j'allais dire, la réalisation de leurs ambitions. Alors, il nous reste très peu de temps pour la fin de ce programme. Maître Joseph Klobiliga, vous avez la parole. Oui, moi je dois d'abord, tout à l'heure, je l'ai fait peut-être, je ne vais pas dire en blaguant, je l'ai dit tout à l'heure, et je fais la confirmation du fait que
nos sociétés civiles ne font pas leur travail. Ce que je viens d'entendre est totalement sidérant. D'estimer que le sous-préfet n'a aucune possibilité d'interdire une manifestation. On l'a dit plusieurs fois sur vos plateaux. La loi 055 du 19 décembre 1990 qui organise les manifestations parle de déclaration de manifestation. Mais dit ceci, que si le sous-préfet il constate qu'il peut avoir un risque de trouble à l'ordre public, il peut soit donner un itinéraire, modifier l'itinéraire prévu par les organisateurs de la marche, soit interdire la manifestation. Dans ce cas-là, il signe, enfin, il prend une ordonnance, laquelle ordonnance est notifiée à la personne qui a déposé la déclaration, et cette personne a la possibilité de saisir le tribunal de grande instance de la zone pour pouvoir rendre une décision relativement à cette ordonnance. Le cas du MRC est celui-ci. C'est que le MRC a décidé de ne même pas faire la déclaration. Ne même pas faire la déclaration. Ils ont dit, nous sommes fatigués de ce qui se passe, on ne fait même pas de déclaration. Donc on ne peut même pas parler d'interdiction en réalité. Parce que l'interdiction suppose, c'est un acte administratif. Je veux dire, c'est un acte qui est pris et qui est réglementé dès que je l'ai dit par cette ordonnance-là. L'autre acte que le sous-préfet peut prendre, dans ce qu'il n'y a pas de déclaration, même si on peut l'interdiction, à un autre régime, ça devient un acte administratif qui doit, dans ce cas-là, être contesté devant le juge administratif. Or, comme ici, dans le cadre des démarches bien organisées de l'ordonnance 55, l'ordonnance 55 a enlevé au juge administratif la possibilité de connaître de l'ordonnance, de l'interdiction de la manifestation pour le confier au juge civil, qui est le juge de la grande instance. Je voulais vraiment que ce soit clair par rapport à ça. Le MRC, tu l'as dit, vous l'avez dit tout à l'heure ici, a dit qu'elle ne veut pas, dans le cas des marches blanches, demander l'autorisation, faire une déclaration, donc violer la loi. Ça, c'est clair. La seule chose que nous disons, et nous sommes tous d'accord dessus, c'est que pour rendre le pays, pour calmer le climat social, il faut que ces personnes qui ont quand même pu comprendre que l'État existe et que l'État n'est pas par terre, et que ces personnes soient libérées, qu'elles soient libérées. Et j'avais même introduit, je crois que c'est sur votre plateau que je l'ai dit sur notre plateau, que pour moi, la démarche qui devait être faite par le président Kamto, c'est de demander des excuses. Non. J'insiste dessus. J'insiste dessus pour dire quoi? Parce qu'en réalité, notre système judiciaire a de l'interprétation. C'est-à-dire, autant il y a, d'ailleurs dans tous les systèmes d'ailleurs, il y a l'exécutif, le judiciaire, le législatif, il y a des interconnexions entre des systèmes. Le président de la République, par exemple, est seulement devant le Parlement. Et le Parlement a la possibilité de faire de contrôler l'action gouvernementale à travers des commissions et des questions de la même manière et des questions écrites aux députés. De la même manière, le président de la République, dans le code de procédure pénale, tout comme dans le code de justice militaire, a la possibilité d'arrêter toutes les actions, à travers ses ministres, le ministre de la Justice ou le procureur général, elle a la possibilité légale d'arrêter toute procédure pénale engagée, comme celle par exemple. Donc pour sortir, c'est le Cameroun qui sont grandis de cette rencontre avec le sous-secrétaire d'État américain. Le souhait que nous avons aujourd'hui, c'est effectivement que, comme on a vu quelqu'un qui partait entre guillemets gonflé, je ne sais pas, camerounais, et qui est sorti un peu ramolli, on suppose que la causerie qu'il a eu avec le président de la République a été positive, et que peut-être demain, cela va se ressentir, pas seulement dans le domaine économique, sur lequel mon confrère insiste beaucoup, mais aussi dans le domaine également politique. Dans le domaine également politique, parce que tout à l'heure, on a évoqué le fait de ce Américain qui a été assassiné. Quand un citoyen américain est assassiné dans un pays, c'est un problème. C'est un acte de guerre. Oui, c'est un problème. Quand il est assassiné dans un pays, c'est un acte, vous l'appelez acte de guerre, peut-être moi je ne dirais pas le même terme, mais c'est un véritable problème pour les citoyens des États-Unis. Donc je dis, tout le monde a intérêt à ce qui est le calme au nord-ouest et au sud-ouest, qui est le calme dans le cadre de la politique, qui doit se faire d'une manière paisible, et vraiment, mais j'espère que l'arrivée de ce monsieur va essayer de calmer les choses, et surtout celle, mais également celle de l'avocat de
M. Kamto. On va parler de l'affaire Kamto dans le cadre de notre débat. Je ne voulais pas qu'on rentre là de fond en comble là-dessus. Mettre quelqu'un vraiment le temps de tient à la non, mais là, le confrère a dit 30 secondes. Non, moi je dis, le confrère a très bien conclu, ça je lui tire le chapeau. Bon, je vais simplement préciser ou alors ajouter qu'il faut absolument que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, prenne ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, nous allons beau dire qu'il ne doit pas recevoir les injonctions des États-Unis. Parce que si nous sommes arrivés à cette position, c'est parce qu'on a eu le sentiment qu'il n'a pas agi en bon père de famille depuis qu'il prenne des décisions. Et moi, je pense qu'il y a 3 choses à faire. Il faut libérer tous ces gens pour ramener la paix, pour ramener la sérénité entre les Camerounais. C'est quelque chose de très important. Et la dernière chose que je vais dire ici, c'est qu'il faut absolument qu'ils permettent aux Camerounais de contribuer au règlement de la crise anglophone, parce que cette crise commence déjà à traumatiser les Camerounais et à créer une situation d'instabilité dans notre pays. Il faut qu'ils convoquent un véritable dialogue qui va permettre aux Camerounais de se regarder dans les yeux pour trouver des solutions qui vont nous permettre de sortir de l'auberge. C'est ce que je voulais dire. Merci à vous, Maître Kakak, et aux autres. Je voudrais dire ces SMS qui sont très nombreux et qui continuent de tomber. Si les États-Unis aiment le Cameroun, ils doivent d'abord rapatrier tous ces Camerounais qui entretiennent la guerre au Cameroun, vivant chez eux. C'est M. Alain de Douala qui nous a envoyé ce SMS dans le cadre de ce programme ce soir. Alors, le Cameroun est un pays particulier, je préfère le dire ainsi. Bonsoir. Le diplomate américain n'a rien ici au Cameroun parce que c'est un blagueur qui ne connaît rien du Cameroun et n'a rien à faire ou alors à enseigner au peuple camerounais. C'est Frédéric de Soie qui nous envoie ce SMS. C'est une banlieue de la ville de Yaoundé. Le Cameroun est déjà un pays bizarre avec la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Comment devons-nous fonctionner maintenant? Bonsoir, c'est M. Rodriguez de Bamenda qui nous envoie ce SMS. Bonsoir à vous, malgré la situation difficile qui est la vôtre. Alors, le Cameroun est un pays qui peut être considéré comme un enfer sur terre. Le chef de l'État doit, comme l'a dit Maître Kakak, réunir tous les Camerounais pour regarder dans la même direction. C'est Lionel de Douala qui a envoyé ce SMS. Bonsoir, je suis vraiment désolé pour le Cameroun car c'est un Américain. Cet Américain ferait mieux de rester chez lui avec sa loi. Merci, c'est Ismaël de Nkwaban, une banlieue de Yaoundé. Bonsoir, les États-Unis et le dollar régissent les échanges mondiaux. Le Cameroun n'est qu'un détail dans le monde. Si demain ils veulent changer le mode de fonctionnement au Cameroun, ils le feront comme ils l'ont fait avec l'Irak, la Libye et bien d'autres pays. C'est Din Ebata Sankara qui nous envoie ce SMS. Bonsoir à vous sur le plateau. C'est M. Meli qui nous revient, qui nous dit au lieu de s'occuper des voleurs de fonds publics, on s'occupe plutôt des prisonniers qu'il considère comme étant politique. J'ai très mal lorsqu'on parle de guerre entre nous frères d'un même pays, à savoir le Cameroun. Bonsoir, notre pays est un pays particulier, c'est pourquoi je prie Dieu de tout faire pour remettre de l'ordre dans ce pays, le Cameroun, que nous aimons et chérissons tous tant. Bonsoir à toutes et à tous les Camerounais. Nous sommes dans un pays où on ne respecte pas les droits de l'homme. Nous sommes dans un pays de... je n'aime pas beaucoup utiliser cette expression, mais où la démocratie n'est pas respectée. C'est Armel depuis Bafoussam qui nous envoie ce SMS. Bonsoir, que font les États-Unis dans le Golfe? Ces pays connaissent-ils les droits de l'homme? Les Camerounais se pardonneront et nous allons avancer tous ensemble. C'est Gonzo ou Gozo de Ngaoundéré qui nous envoie ce SMS. Il invite d'ailleurs les Camerounais à ne plus prôner la crise anglophone. Les États-Unis ne parlent pas de la crise humanitaire qui est au Yémen, où ils participent à la mort des milliers de personnes dans le Golfe. C'est M. Gozo de Ngaoundéré qui nous revient dans le cadre de Tout au clair de ce soir. Un SMS de Kribi qui est arrivé mais sans un véritable contenu. Bonsoir, Tibor Nagui n'a pas le droit de parler des affaires internes du Cameroun. Quel pays viole les lois des droits de l'homme plus que les États-Unis?
qu'on ne se laisse pas prendre dans le piège des propos d'un étranger qui ne connaît rien dans d'autres pays. C'est un Camerounais qui nous a envoyé ce SMS sans véritablement le signer. Le Cameroun appartient aux Camerounais. Ce que le MRC fait, c'est tout sauf de la politique. Avec tous les problèmes urgents que nous avons à résoudre, ils se permettent de venir nous distraire en montant la haine dans le cœur des Camerounais contre le gouvernement pour être populaire. Moïse Kamto doit rembourser l'argent de la campagne qu'il a pris aux États-Unis. Merci pour votre dévouement. Merci à vous également de continuer à nous suivre tous les lundis, mardis, mercredis sur la télévision du monde. Bonsoir. Que les Camerounais arrêtent un peu avec les idéologies bidonnes. Que les gars du centre qui souffrent comme tous ceux des autres partis du triangle national sachent que la nature ne trompe pas. Et que M. Kamto doit pouvoir payer le prix lourd de ce qu'il a causé au peuple camerounais. C'est M. Tchatko Frédéric depuis Douala qui nous envoie ce SMS. Bonsoir au studio. Je dis que le papa a raison parce que tous ces financeurs sont en Europe. Alors, the last parliamentarian said Cameroon had independence in 1960. Therefore, she has nothing to do with Southern Cameroon, who had her independence in 1961 by joining la République du Cameroun. Je ne sais pas qui a envoyé ce SMS. Il n'a pas signé. Bonsoir. Pourquoi croirons-nous à la sagesse que quelqu'un venu d'outre-mer nous attribue après qu'il nous ait signalé un incendie sur notre propre barbe? C'est Richard de Kribi qui nous envoie ce SMS. Nous ne pourrons malheureusement pas lire tous les autres SMS qui arrivent dans le cadre de cette édition de Tout au clair sur la télévision du monde. Les appels également tombent dans ce programme. Merci à vous, messieurs et dames, de continuer à nous faire confiance tous les lundis, mardis, mercredis sur la télévision du monde dans le cadre de ce débat interactif. Et nous essayons tant bien que mal de pouvoir lire tous vos SMS, même si certains SMS arrivent avec des mots en moins. On essaie de les décrypter. Merci de continuer à nous faire confiance à la maison. Merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée dans le cadre de ce programme. Monsieur Moukoudi, merci à vous. Monsieur Sepo, merci encore. C'est la fin du programme, malheureusement. C'est la fin du programme, malheureusement. La réalisation nous fait signe que le temps imparti est arrivé à son terme. Merci à Maître Kakak. Maître Kakak, merci encore. Hein. On espère vous retrouver dans tout prochain jour. Maître Biliga, merci. Merci beaucoup à vous. On ne va pas revenir sur le débat. Le plateau est achevé. Merci à vous d'être restés sur ce programme jusqu'à cette heure. On se retrouve demain, 21h, pour une nouvelle problématique. Bonsoir à toutes et à tous.